Valérie Bugot, bonjour. Bonjour Pierre Bergerot. Donc la première chose qui est inadmissible, c'est que les pouvoirs publics français n'aient pas anticipé cet épisode d'épidémie pandémique. Voilà. Alors oui, Je vais appeler ça comme ça, puisque c'est une épidémie chez nous, c'est une pandémie dans le monde. Si je me souviens bien, le professeur Raoul avait fait lui-même je ne sais plus, c'était au début des années 2000, 2004 peut-être, il avait rendu un rapport en disant qu'il fallait se préparer, ça pouvait arriver et que c'était dans l'ordre des choses. Les épidémies, ça existe. Le problème, si vous voulez, ne vient pas du fait que des organismes aient anticipé l'existence d'une épidémie ou d'une pandémie. Et le problème essentiel vient de la confusion entre intérêt public et intérêt privé. La plupart des organismes que vous avez cités sont financés intégralement ou partiellement ou largement par des organismes privés. Et le problème ne vient pas tant du fait qu'un organisme privé aurait anticipé une pandémie. Le problème vient du fait que dans toutes les organisations que vous avez mentionnées, on retrouve des points communs dans le capital, des points communs dans la mise en œuvre. On trouve des gens et des capitaux qui viennent des mêmes sources. Et ces sources ne sont pas des sources publiques. Et c'est ça qui pose problème en réalité. Il est tout à fait anormal que des organismes publics, au sens politique du terme, n'aient pas anticipé ce genre d'événement, alors que les organismes privés qui ont des intérêts à voir ce genre d'événement se réaliser, ou en tout cas qui peuvent avoir des intérêts, eux l'anticipent. Et le problème, il vient de là, en fait. Il n'a pas été anticipé par les bonnes entités, c'est ça le problème essentiel. On a assisté à une déferlante de salissures et de haine. C'est un peu excessif, mais ça ressemble quand même à ça, contre le remède que préconisait le professeur Raoul. C'est un traitement qui a une vocation médicale, c'est-à-dire à vocation à soigner, qui est très peu coûteux et qui a eu de très bons résultats. Si vous voulez, il y a un deux poids deux mesures entre un traitement qui est peu onéreux, qui aurait fonctionné, qui aurait endigué l'épidémie, en tout cas partiellement, et un déferlement de contestation, alors qui vient tous azimuts, d'intérêts privés pour mettre en avant des médicaments qui n'ont pas fait leurs preuves, qui sont beaucoup plus chers, et puis en arrière-plan, évidemment, pour mettre en avant la vaccination obligatoire, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Le conflit d'intérêts, il est omniprésent. Dans toute cette histoire, depuis le début, le conflit d'intérêts est omniprésent. À partir du moment, si vous voulez, où certaines informations commencent à sortir, à circuler, on a un afflux tout d'un coup massif d'informations tous azimuts qui vont dans tous les sens. Et ça ne peut que faire penser à des méthodes de contrôle de l'information qui consistent à noyer la vérité sous un flot continu d'informations moitié vraies, moitié fausses, de façon à ce que les gens ne sachent plus s'y retrouver et soient perdus et ne sachent plus qui croire. Et là, typiquement, aujourd'hui, nous sommes dans une forme de guerre de l'information qui fait que le surplus de documentation, d'information nuit en fait à la compréhension du réel. Voilà. Celui qui profite du trouble, c'est celui qui génère ces flux surabondants. À partir du moment où les vérités ont commencé à sortir, où les gens ont commencé à dénoncer certaines choses, euh, si vous voulez, cet afflux d'informations est arrivé. Donc on se dit, ceux qui ont intérêt à générer la confusion dans le public sont ceux qui n'ont pas intérêt justement à ce que la vérité sorte. En fait, ce sont les gens qui contrôlent le phénomène politique qui n'existe plus en réalité, c'est-à-dire les tenanciers du système économique et monétaire qui ont intérêt à ça, puisqu'ils n'ont pas intérêt à ce que leur homme de paille qui est le personnel politique et l'organisation politique fallacieuse actuelle soit mise à jour. On se doute bien que si l'information consiste à nous faire passer les vaccins pour un remède miracle, on se doute bien que ceux qui ont intérêt à ça, c'est les laboratoires qui fabriquent les vaccins. Et je propose à vos auditeurs une méthodologie de compréhension du réel. Et ça me paraît beaucoup plus important que se focaliser sur un nom ou un fait précis à un moment donné qui n'aura pas qui ne permettra pas de suivre une réalité. Il y a quand même un phénomène troublant, c'est qu'un décret a interdit aux médecins de ville de prescrire la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. Il va falloir quand même que ces gens-là expliquent la raison pour laquelle ils ont interdit de façon autoritaire, arbitraire et nationale aux médecins prescripteurs
de prescrire ce médicament. Parlons même pas des réductions de lits à l'hôpital, parce que là, vous voyez bien qu'on est dans un processus de longue durée, en fait. Le problème avec Big Pharma, c'est le problème de la cartélisation, hein, ce mouvement de regroupement d'entreprises qui font qu'il n'y a plus aucune place pour les petites et moyennes entreprises, que tout est racheté par des très grosses industries avec des forces de frappe financières terriblement efficaces et des soutiens bancaires tout aussi efficaces. Le problème avec Big Pharma, c'est justement que tout ce type d'activité a été cartélisé et dans les mains de quelques très grosses entités qui sont soutenues par évidemment les banquiers. Il n'est pas exclu qu'une combinaison de 2 virus ou plusieurs virus ait échappé au moment des manipulations dans ce type de laboratoire secret. En revanche, on ne peut que constater que ces laboratoires de type militaire et de type secret ont été mis en avant relativement tôt dans cette histoire de pandémie, que les Chinois ont été accusés, à mon avis injustement, puisqu'ils ont quand même été les premières victimes, qu'eux-mêmes ont répliqué en disant ce virus ne vient pas de chez nous, mais vient de Fort Detrick aux États-Unis, et qu'il a été propagé par les GI lorsqu'ils sont venus participer aux Jeux militaires internationaux qui ont eu lieu à Wuhan. Les faits, c'est que dès le début, on nous a, dans les médias, sont sorties des possibilités de vaccins contre le coronavirus, de la même façon qu'il existe un vaccin contre la grippe. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a vu apparaître dans les médias, toujours dans les médias dominants, des idées selon lesquelles les vaccins auraient fait un saut qualitatif, pardon, pas quantitatif, mais qualitatif, et qu'aujourd'hui, ils pourraient inclure des ARN messagers qui les rendraient plus efficaces. Je rappelle que ça a été mis en œuvre par des entreprises comme Monsanto pour contrer la législation qui s'avançait de lutte contre les OGM. Bon, déjà, ça attire l'attention. Je suis tombée sur un brevet qui est en cours de dépôt, qui vient de l'entreprise Microsoft. Et ce brevet consiste, figurez-vous, à lier le minage de monnaie à une activité corporelle. Alors donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie, les enjeux qui sont derrière ce genre de brevet. Quand on fait ce genre de recherche, eh bien, on a quand même une petite idée derrière la tête de lier la création monétaire à une activité corporelle. Ça devrait quand même poser problème aux gens qui ne sont pas derrière tous ces processus de fabrication du contrôle. Je rappelle que on est en plein dans les processus de numérisation des carnets de santé, etc., et des données dématérialisées qui vont devenir de plus en plus dématérialisées. Et que cette histoire de pandémie, de virus et d'épidémie permet de façon relativement spontanée d'inviter les gens à un suivi qui peut se faire évidemment très facilement de façon dématérialisée pour éviter le développement de l'épidémie. Donc d'un côté, vous ne soignez pas les gens puisque l'hydroxychloroquine, etc., était, vous savez, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et puis d'un autre côté, vous mettez en avant le fait que pour endiguer cette épidémie, non seulement il faut confiner les gens, mais en plus, une fois qu'ils seront déconfinés, pour éviter que ça ne se reproduise ou pour suivre les derniers cas, il faut avoir un suivi sanitaire de chaque individu. L'un dans l'autre, vous vous rendez bien compte qu'on arrive quand même dans une forme de nasse concernant les libertés publiques et les libertés privées, concernant la personnalisation des données, concernant la sécurisation du transfert des données, et ces problèmes-là sont évidents. Enfin, je veux dire que ce n'est pas une lubie que de les évoquer. Mais quand on parle de PIB, on ne parle pas de ce qu'il y a derrière, parce que le PIB, c'est des chiffres. Après, on vit dans un monde avec des humains, il y a des conséquences humaines. Les conséquences humaines, c'est quoi? Ça va être les entreprises en liquidation, ça va être les salariés licenciés, ça va être la dette publique qui augmente, donc il faut la payer. Comme il y a eu des licenciements d'entreprises, les bilans bancaires vont devenir très lourds de dettes, de créances douteuses, pour ne pas dire de dettes irrécouvrables, de créances irrécouvrables. Donc ça veut dire que les banques les plus fragiles vont être en situation soit d'être en liquidation, soit d'être achetées par des encore plus grosses, soit d'être sauvées. Sauvées par quoi? Soit par le bail-in, soit par le bail-out, c'est-à-dire soit par les épargnants, soit par les contribuables. Et vous comprenez bien que épargnants et contribuables, c'est en réalité la même catégorie de personnes qui est la classe moyenne. Donc la classe moyenne française va être
laminée. Elle ne va peut-être pas disparaître, mais elle va être très sérieusement réduite dans les mois et les années qui viennent pour faire face, en termes de conséquences de ce confinement généralisé, qui d'ailleurs peut se reproduire. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir un nouveau reconfinement dans quelques mois. Il paraît évident qu'à l'automne, nous aurons un nouveau reconfinement. Peut-être avant. Bah, écoutez, dans la mesure où vous allez avoir une disparition accélérée de ce qu'on appelle la classe moyenne, que toutes les institutions tiennent par cette classe moyenne, il est évident que les troubles sociaux, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour comprendre qu'il va y avoir des troubles sociopolitiques majeurs dans les mois et années qui viennent. Parce que quand vous allez avoir la classe moyenne qui va disparaître totalement, vous pouvoirs en place n'auront qu'un seul choix, c'est d'instaurer un régime autoritaire. Il durera, comme dans tous les régimes autoritaires, un certain temps. Et quand il s'effondrera, on assistera à quoi? On assistera à des règlements de compte. Parce que c'est comme ça que ça s'est historiquement passé dans toutes les histoires de régimes politiques illégitimes. Si vous ne récupérez pas le contrôle de votre organisation politique, c'est-à-dire que si les citoyens ne récupèrent pas le contrôle de leur organisation politique, leur permettant de récupérer le contrôle politique de la monnaie, il n'y a pas d'issue favorable possible. Il n'y en a pas. La seule chose que je peux mettre en évidence, c'est le fait que cette pandémie agit comme un accélérateur du processus de désintégration économique et monétaire. Et que ce processus-là avait été engagé par les financiers globalistes déjà bien avant, en scindant, en fait, en voulant supprimer le dollar en tant que monnaie mondiale. Donc, effectivement, ça arrive dans le cadre d'un processus, et dans le cadre de ce processus, ça tombe plutôt bien. Les États n'existent quasiment plus, et puis dans une bonne partie du monde, c'est déjà le cas, puisque c'est le phénomène économique qui contrôle le phénomène politique. Si vous voulez, la pandémie, ça joue un peu comme un phénomène justificatif qui permet de laisser dans l'ombre les véritables décisionnaires qui sont à l'œuvre dans ce reset monétaire. Parlons de la Grande-Bretagne parce que c'est quand même le centre névralgique de la problématique du gouvernement mondial, à mon avis, puisque c'est le centre névralgique du contrôle financier international. Il faut comprendre que le gouvernement britannique n'a jamais eu d'autonomie par rapport aux entités financières qui contrôlent la City. D'accord? Donc les banquiers qui contrôlent la City ont la main sur le gouvernement britannique, et ça ne date pas d'hier. Ça date depuis le développement de l'Empire britannique, et ça s'est passé sous Cromwell. Les élections, ça a toujours été des moyens, des moments où s'affrontaient des forces politiques en arrière-plan et dans lesquelles les populations sont prises en otage. Réfléchissez 2 secondes. Est-ce que les Anglais étaient les plus touchés par le manque de démocratie en Union européenne? Ils étaient ni dans l'euro, ni dans Schengen. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'était les Britanniques qui devaient sortir en premier de cette prison des peuples? Eux, ils voulaient sortir, mais pour que le reste se renforce, en fait, pour que l'intégration européenne reste dans leurs mains, mais qu'ils la contrôlent d'une autre façon. Parce que là, ils en perdaient le contrôle justement parce qu'il y a eu une scission dans les élites politiques et financières américaines entre les globalistes et les patriotes. Et maintenant, on assiste à ça à l'intérieur même de l'Union européenne, qui est le fruit de la domination américaine. Oui, alors Conspiracy Watch, dont le nom est parfaitement bien français, comme tout le monde peut le constater, c'est un peu le ministère de la vérité, si vous voulez. Il s'occupe de déterminer parmi les voix qui s'élèvent publiquement, et en particulier celles qui ont quand même de l'audience. Donc, tant qu'on n'a pas d'audience, on n'intéresse pas vraiment ces gens-là. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir un certain écho dans la population, ces gens-là s'occupent de rétablir la vérité, si vous voulez. On est vraiment là dans le monde post-démocratique. D'autre part, je ne peux que quand même faire une petite incise sur ce qu'est le complotisme. L'histoire humaine est faite que de complots. Dès que vous avez du pouvoir quelque part, vous avez des complots. Et le complotisme est né au moment où Kennedy, après l'assassinat de Kennedy, à l'instigation de la CIA, pour couper la parole et la crédibilité, pour empêcher la diffusion de discours, comment dirais-je, sceptiques par rapport à la narration politique publique. Donc en réalité, le complotisme est une arme dans les mains des comploteurs. Donc là, on est vraiment dans Orwell, vous voyez ce que je veux dire.